À partir de l'été 1943, le cours de la Seconde Guerre mondiale en Europe prend un tournant décisif lorsque les Alliés tournent leur regard vers le ventre mou de l'Axe, la péninsule italienne. L'invasion de la Sicile en juillet de la même année, surnommée Opération Husky, ouvrit le front méditerranéen avec une force anglo-américaine combinée. Les parachutistes américains tombèrent dans l'obscurité alors que les divisions britanniques avançaient le long de la côte. La domination aérienne alliée et la pression navale croissante rendent la défense allemande intenable. À la chute de la Sicile, Benito Mussolini fut déposé par le Grand Conseil fasciste le 25 juillet 1943, arrêté sur ordre du roi Victor Emmanuel III, remplacé par le maréchal Pietro Badoglio, qui entama des pourparlers secrets avec les Alliés. La capitulation italienne a été signée le 3 septembre 1943, coïncidant avec le débarquement allié en Calabre. Cependant, Adolf Hitler a réagi immédiatement. Il ordonna l'exécution de l'opération Axe, le désarmement de l'armée italienne, l'occupation du pays et le sauvetage de Mussolini, qui serait réintégré à la tête de l'éphémère État fantoche, la République sociale italienne de Salo. Plus de 600 000 soldats italiens ont été faits prisonniers et envoyés dans des camps en Allemagne pour avoir refusé de continuer à se battre. L'Italie cessa d'être un allié et devint un territoire de guerre. Le véritable rival des Anglo-Américains était la Wehrmacht. Dans ce scénario, une figure clé a émergé, le maréchal allemand Albert Kesselring, un vétéran du front occidental et un spécialiste de la guerre défensive. Hitler lui a donné le commandement suprême du théâtre italien. Kesselring comprend qu'il ne peut pas arrêter l'invasion alliée sur les côtes sud. Il a dû le retarder, l'user et le canaliser vers un terrain favorable. Il ordonna la construction de plusieurs lignes défensives à travers la péninsule, profitant de la nature montagneuse du centre de l'Italie. La plus puissante de ces fortifications serait la ligne Gustave, qui s'étend du fleuve Garigliano à la chaîne de montagnes des Apennins, avec son bastion central à l'abbaye historique du Mont Cassin, fondée en 529 par Benoît de Nursie. Entre-temps, les Alliés débarquent à Salerne, opération Avalanche, le 9 septembre 1943. La résistance allemande était féroce. Les forces de Kesselring, habiles dans l'utilisation du terrain, commencèrent des contre-attaques qui jetèrent presque les envahisseurs à la mer. Seul l'appui naval et aérien permet de consolider la tête de pont. L'occupation de Naples, le 1er octobre 1943, offrit aux Alliés leur premier port stratégique sur le continent, mais au prix d'intenses combats urbains et de destruction massive. La population civile italienne, prise entre deux incendies, subit la faim, les pillages et les représailles. Hitler a ordonné la tactique de la terre brûlée, faisant sauter les ponts, brûlant les récoltes et détruisant les infrastructures pour ralentir l'avancée de l'ennemi. Au fur et à mesure que l'automne 1943 avance, les Alliés sont confrontés à une réalité imprévue. L'Italie ne sera pas le « retrait facile » qu'ils avaient imaginé. Le terrain montagneux favorisait la défense, les conditions météorologiques se sont détériorées. Des rivières en crue, des routes boueuses et des embuscades constantes ralentissaient l'avance. L'objectif stratégique était d'atteindre Rome, mais pour atteindre la capitale, ils devaient percer les lignes allemandes, protégées par de l'artillerie camouflée, des champs de mines et des positions interconnectées construites avec une précision mathématique. En janvier 1944, alors que le front est bloqué devant la ligne Gustave, les Alliés décident d'une manœuvre audacieuse pour rompre l'équilibre. L'opération Shingle, un débarquement amphibie à Anzio, au sud de Rome, prévoit d'encercler les défenses allemandes par l'arrière. Cependant, les forces débarquées restèrent immobiles pendant des jours cruciaux, ce qui permit à Kesselring de contre-attaquer avec des forces supérieures et de contenir les envahisseurs sur une tête de pont étroite. L'échec initial d'Anzio confirma que Kesselring garderait le contrôle du rythme de la campagne. Dans le même temps, la ligne Gustave est restée intacte. La clé de cette ligne était le Mont Cassin, une élévation dominante sur la vallée du Liri et la rivière Rapido, un passage obligé vers Rome. L'abbaye bénédictine qui couronnait la montagne était plus qu'un site religieux. C'était un point d'observation naturel qui vous permettait de contrôler chaque mouvement de l'ennemi sur des kilomètres. Les Alliés soupçonnaient les Allemands de l'utiliser pour diriger les tirs d'artillerie, bien qu'il n'y ait aucune preuve claire.
Kesselring avait ordonné de ne pas l'occuper, sachant que la destruction d'un monument millénaire pourrait susciter l'indignation internationale. Les forces alliées étaient confrontées à un autre défi. La composition multinationale de leurs troupes créait des complexités dans la coordination. Les Américains, les Britanniques, les Français, les Indiens, les Néo-Zélandais, les Polonais, les Marocains et les Canadiens opéraient sous différents commandements, avec des doctrines différentes et plusieurs langues. Face à eux se trouvaient les 10e et 14e armadas allemandes, renforcées par des parachutistes Fallschirmjäger et des unités de panzergrenadiers, des soldats endurcis par des années de combat sur tous les fronts du continent. L'hiver 1943 transforme la campagne en une bataille de résistance morale et physique. La pluie incessante a transformé les champs en boue, les rivières débordèrent, les températures sont descendues en dessous de zéro pendant les nuits. La visibilité était réduite, les troupes alliées devaient avancer à pied, portant du matériel lourd, sous un feu constant. Chaque colline conquise a été payée en vies humaines. Dans ce contexte, la décision a été prise. Pour briser la ligne Gustave, il était nécessaire de lancer une offensive directe contre le mont Cassin. Le 12 janvier 1944, la 4e armée américaine se prépara à traverser la rivière Rapido. La bataille de Monte Cassino était sur le point de commencer, non pas comme un engagement unique, mais comme une série d'offensives sanglantes qui s'étendraient sur 4 mois et marqueraient l'un des épisodes les plus coûteux de la Seconde Guerre mondiale. Les forces opposées, la diversité et le leadership. Depuis les premiers plans élaborés à Alger jusqu'aux dépêches de Londres et de Washington, la bataille de Monte Cassino a été configurée comme un conflit sans précédent dans l'histoire militaire moderne. Devant l'armée allemande, homogène, disciplinée et dirigée par des commandants vétérans, se dressait une coalition sans précédent dans l'histoire contemporaine de la guerre. Le commandement suprême des Alliés en Italie était entre les mains du général britannique Harold Alexander, un officier aristocratique, calme et profondément diplomate. Son style contrastait avec celui du général américain Mark Clark, commandant de la 5e armée. Clark était ambitieux, énergique, charismatique et, pour beaucoup, dangereusement obsédé par la gloire personnelle. Alors qu'Alexandre représentait l'expérience de l'Empire britannique, Clark symbolisait la nouvelle puissance militaire qui cherchait à se consolider en tant que leader mondial sur le théâtre des conflits. Sous leur commandement, la mosaïque hétéroclite d'alliés a été structurée en corps d'armée qui parlaient 11 langues différentes et utilisaient des équipements incompatibles les uns avec les autres. La 5e armée américaine était composée non seulement de divisions américaines, mais aussi de troupes brésiliennes, de bataillons de portoricains et d'unités afro-américaines ségrégées qui combattaient en tant qu'ingénieurs et artilleurs sous commandement blanc. À ses côtés, la 8e armée britannique comprenait des divisions de Nouvelle-Zélande, d'Inde, d'Afrique du Sud et du Canada. Les troupes indiennes britanniques, appartenant au Raj, étaient composées de Sikhs, de musulmans, d'hindous et de Gourkhas népalais. Ils défilaient avec des turbans, des couteaux kukri et des prières rituelles avant chaque attaque. Les Gourkhas étaient considérés comme des troupes d'assaut d'élite, admirés même par leurs ennemis pour leur férocité silencieuse dans les combats au corps à corps. La France a fourni un contingent unique, le corps expéditionnaire français du général Alphonse Juin, composé d'unités coloniales d'Afrique du Nord, en particulier des Marocains et des Algériens. Les goumiers marocains, alpinistes experts de l'Atlas, avançaient le long de routes impossibles pour toute armée occidentale. Ils se sont battus avec une combinaison d'armes modernes et d'anciennes tactiques d'infiltration nocturne. Sa réputation se répandra dans toute l'Italie. La Nouvelle-Zélande a fourni des troupes aguerries en Afrique du Nord sous le commandement du général Bernard Freyberg, un soldat légendaire qui avait été blessé 9 fois et avait également survécu au naufrage d'un croiseur à Gallipoli. La Pologne, dévastée par l'invasion nazie et trahie par le pacte de non-intervention soviétique, est arrivée à Monte Cassino avec un objectif existentiel. Sous le commandement du général Władysław Anders, les soldats polonais se sont battus pour racheter leur patrie occupée et prouver au monde leur droit à la souveraineté. Beaucoup d'entre eux étaient passés par les goulags soviétiques avant d'être libérés à la suite de l'invasion allemande de l'URSS. Ils portaient des uniformes britanniques, des chapelets et des portraits de parents disparus, convaincus que chaque colline conquise était un pas vers la libération de Varsovie. Contrairement à eux,
L'armée allemande présentait une composition beaucoup plus cohérente. Les forces défensives de la ligne Gustave appartenaient principalement aux 10e et 14e armées de la Wehrmacht, mais le cœur de la défense de Monte Cassino reposait sur une unité d'élite, la première division parachutiste ou Fallschirmjäger, sous le commandement du général Richard Heydrich. Ces parachutistes étaient considérés comme les soldats les plus coriaces de l'armée allemande, vétérans de Crète, d'Afrique et du front de l'Est. Leur formation mettait l'accent sur le combat auto-initié, la survie dans l'isolement et la capacité de transformer n'importe quelle position défensive en un piège mortel. Le leadership allemand en Italie était une combinaison de puissance militaire et de volonté politique. Albert Kesselring, nommé par Hitler commandant suprême, n'était pas seulement un brillant stratège défensif, mais aussi un maître de la tromperie. Il utilisait des leurres pour attirer les bombardements alliés loin de leur véritable position. Il ordonna la construction de positions d'artillerie à l'intérieur de grottes cachées, protégées par des roches naturelles. Adolf Hitler exigeait une résistance absolue. Chaque mètre de terrain perdu devait coûter à l'ennemi un prix disproportionné. Les officiers allemands appliquèrent cette directive avec une rigueur implacable. Un autre élément essentiel était le soutien aérien et logistique. Bien que les Alliés aient la supériorité aérienne, les conditions météorologiques et l'orographie ont réduit leur efficacité. Les troupes de montagne allemandes, équipées de mules et d'outils alpins, maintenaient un flux constant de munitions et de nourriture. Ces lignes d'approvisionnement, bien que sévèrement punies par les bombardements, ont été rapidement régénérées grâce à la discipline et à l'habileté des ingénieurs du Reich. Les différences idéologiques faisaient également partie du conflit. Pour de nombreux alliés coloniaux, Monte Cassino n'était pas seulement une bataille européenne, mais une occasion de démontrer leur loyauté à l'empire qui les dirigeait. Pour les Polonais, c'était une bataille pour l'honneur national aux yeux du monde. Pour les Américains, il s'agissait d'une étape nécessaire vers Rome, les yeux déjà rivés sur la Normandie. Pour les Marocains, c'était un combat ancestral pour la réputation, la foi et la survie. Au lieu de cela, les Allemands s'efforçaient de retarder l'inévitable et d'assurer le retrait ordonné de leurs forces vers le nord. Chaque jour qu'ils retardèrent les Alliés n'était qu'un jour de plus pour fortifier la ligne Hitler, la ligne gothique et le dernier bastion des Alpes. L'affrontement du mont Cassin a transformé cette diversité en une symphonie chaotique. Les ordres devaient être traduits en plusieurs langues, les communications étaient constamment interrompues et les stratégies divergeaient entre les commandants britanniques et américains. Le commandement allemand, avec une seule chaîne de commandement direct à Berlin, a agi avec une plus grande rapidité opérationnelle. Kesselring, convaincu qu'il pouvait vaincre les Alliés politiquement plutôt que militairement, paria que la multiplicité des nationalités générerait des tensions internes et que la destruction du monastère provoquerait un scandale international. Cette disparité entre une défense homogène et une attaque multinationale serait un facteur déterminant dans la dynamique de la bataille qui allait se déclencher. Le 12 janvier 1944, à l'aube, les ingénieurs américains ont commencé à placer des bateaux d'assaut dans les eaux glacées de la rivière Rapido, lançant la première offensive alliée contre Monte Cassino. La première offensive alliée, janvier 1944. Le 12 janvier 1944, les moteurs des bateaux d'assaut se mettent à vibrer silencieusement sur les rives de la rivière Rapido. Le brouillard s'élevait de l'eau comme un linceul, tandis que les soldats du 2e corps américain, sous le commandement du lieutenant-général Geoffrey Keyes, recevaient leurs derniers ordres. Le plan, conçu par le général Mark Clark, était d'ouvrir une brèche décisive dans la ligne Gustave par un croisement frontal de la rivière, de prendre la ville de Sant'Angelo et d'avancer vers Monte Cassino. L'opération est risquée. Le terrain est miné, l'ennemi retranché et le fleuve, alimenté par les pluies récentes, coule avec une force dévastatrice. Les ingénieurs de l'armée, chargés de placer les ponts portables sous le feu, ont été les premiers à pénétrer dans le lit de la rivière. Ils creusèrent sur la berge, cherchant à ancrer leur structure, tandis que les obus allemands commençaient à tomber avec une précision chirurgicale. La Wehrmacht avait anticipé le mouvement. Kesselring savait que l'ennemi devait avancer à ce moment-là et il avait renforcé tous les passages possibles avec des nids de mitrailleuses, des canons anti-chars et des pièces d'artillerie cachées sur les pentes. La 15e division de panzergrenadiers et des éléments de la 44e division d'infanterie ont été chargés d'infliger un maximum de dégâts.
Les Fallschirmjäger, camouflés parmi les oliveraies, observaient le mouvement de l'ennemi avec des jumelles, prêts à diriger le feu. Alors que les premières compagnies traversaient la rivière à bord de bateaux pneumatiques, les obus allemands ont commencé à tomber directement dans le lit de la rivière. De nombreux soldats sont morts avant de toucher l'autre rive. D'autres ont coulé dans l'eau glacée lorsque les bateaux ont fait naufrage. Ceux qui ont réussi à avancer se sont retrouvés pris dans des barbelés cachés sous la boue. Le plus grand nombre de victimes a été enregistré parmi les ingénieurs, dont le sacrifice est devenu légendaire. Malgré cela, certains ont réussi à placer des sections des ponts Bailey, construits à la main, pièce par pièce, sous le feu direct. L'avance se poursuivit dans la nuit du 20 janvier. Sous la lumière des fusées éclairantes lancées par les Allemands, le paysage se transforme en une scène spectrale. Chaque tentative de renforcer la tête de pont se heurtait à des contre-attaques immédiates. Les soldats américains, épuisés et trempés, creusaient des tranchées dans la boue, tandis que les tireurs d'élite ennemis visaient le moindre mouvement. Les commandants au sol envoyèrent des messages désespérés demandant des renforts. L'artillerie américaine a répondu par des salves massives, mais le terrain rendait difficile le calcul des trajectoires et de nombreux obus touchaient loin des positions ennemies. Le 21 janvier, le général Clark ordonna à l'attaque de se poursuivre à tout prix. Il était sous pression pour prouver que la 5e armée pouvait percer la ligne Gustave sans attendre le débarquement d'Anzio. L'opération sur la côte devait être soutenue par une avance frontale sous peine d'anéantir les troupes débarquées. Clark savait que l'ennemi possédait une réserve limitée de forces mobiles. S'il parvenait à les fixer à Monte Cassino, le débarquement pourrait être consolidé. Mais le prix de cette décision a été brutal. Les rapports des services de renseignement avaient sous-estimé l'état de préparation allemand. Les positions défensives étaient reliées entre elles par des tunnels creusés dans la roche calcaire. Les mitrailleuses sur les flancs créaient des tirs croisés meurtriers. La rivière est devenue un abattoir. Au cours de la 2e journée de l'assaut, les divisions américaines tentent de contourner la jonction à travers les villages de San Germano et Sant'Angelo. Les troupes devaient avancer à travers les ruines où chaque bâtiment avait été préalablement miné. Les maisons explosaient au passage des soldats. Les chars Sherman, coincés dans la boue, étaient une proie facile pour les canons anti-chars allemands. Les opérateurs radio ont rapporté qu'ils ne pouvaient pas distinguer les lignes de front. De nombreuses entreprises avaient été pratiquement détruites et les unités étaient fragmentées. Le général Keyes, depuis son poste de commandement à Venafro, a parlé de la nécessité de persister jusqu'à la limite de la résistance humaine. Dans la nuit du 21 au 22 janvier, la rivière a été teinte en rouge. Les corps flottaient entraînés par le courant. À l'extérieur, des haut-parleurs allemands diffusaient des messages en anglais appelant à la reddition. Ne sacrifiez pas vos vies pour des généraux qui ne sont pas ici. Clark envisagea d'annuler l'attaque, mais ordonna une 3e vague. Le 22 janvier, le 20e corps britannique débarque à Anzio dans le but de couper les communications allemandes et de forcer Kesselring à se retirer de la ligne Gustave. Cependant, le débarquement n'a pas réussi à avancer au-delà de la plage. En apprenant qu'Anzio était contenu, Kesselring décida de poursuivre la défense à Monte Cassino. La bataille pour le Rapido se poursuit sans relâche. Le 23 janvier, les survivants du 2e corps se retirèrent sur leurs positions initiales. L'offensive avait échoué. Des 2 divisions initiales, la 36e division d'infanterie avait perdu près de 50% de ses troupes. La traversée de la rivière Rapido a été déclarée l'une des opérations les plus sanglantes et les plus futiles sur le front européen. La terre était toujours aux mains des Allemands. Les pertes alliées dépassent les 2000 victimes en seulement 3 jours de combat. La rivière était encore un mur d'eau et de feu, mais l'échec n'arrêta pas les commandants alliés. Pour eux, le Monte Cassino n'était pas une bataille facultative. C'était la clé de Rome, et Rome, plus qu'une capitale stratégique, était un symbole politique. Leur capture démontrerait au monde que les Alliés peuvent libérer l'Europe étape par étape. À partir du 24 janvier, de nouvelles forces seront déployées. Britanniques, Indiens, Néo-Zélandais et Français prendront le relais. La première offensive américaine s'était soldée par un désastre, mais la bataille ne faisait que commencer. La ligne Gustave est restée intacte. Le 24 janvier, les positions allemandes sur les pentes du Monte Cassino reçurent un message direct de Berlin. Résister jusqu'au dernier homme.
Le dilemme du monastère, art ou stratégie. Dès le premier instant où les Alliés ont posé les yeux sur la ligne Gustave, le monastère du Mont Cassin a dominé leur attention comme une ombre ancestrale. Perché sur une colline de plus de 500 mètres, avec des murs de pierre aussi vieux que l'Europe chrétienne elle-même, le monastère n'était pas seulement un point géographique, c'était un symbole de 1400 ans d'histoire, le cœur spirituel de l'ordre bénédictin et l'un des centres monastiques les plus importants du continent. Fondée en 529 par saint Benoît de Nursie, elle avait survécu aux pillages lombards, aux tremblements de terre et aux guerres médiévales, reconstruite encore et encore comme un emblème de la continuité de la civilisation occidentale. En 1944, il était au milieu du front le plus féroce de la Seconde Guerre mondiale. Le maréchal Albert Kesselring, conscient de sa valeur culturelle et de l'impact de propagande qu'aurait sa destruction, proclama publiquement que le monastère ne serait pas utilisé par l'armée allemande à des fins militaires. Il émet des ordres stricts interdisant la présence de troupes à l'intérieur et établit un périmètre d'exclusion. Des moines bénédictins, dirigés par l'abbé Grégoire Diamart, ont continué à habiter l'enclos, protégeant les manuscrits, les reliques et les œuvres d'art uniques. Avec l'aide des autorités vaticanes, ils parvinrent à évacuer une partie du patrimoine vers Rome, mais restèrent dans le monastère pour maintenir sa neutralité. Les Allemands escortaient des convois d'œuvres d'art de Naples et du Mont Cassin, craignant que les bombardements alliés ne détruisent des siècles de culture européenne. Ironiquement, beaucoup de ces trésors ont été temporairement placés à l'intérieur du monastère, qui est considéré, du moins officiellement, comme une zone protégée en vertu du droit international. Cependant, alors qu'au sommet du pouvoir religieux, il y avait un appel à la neutralité. Les soupçons grandissaient dans les casernes alliées. Les observateurs américains ont signalé des signaux lumineux et des mouvements de personnages sur les terrasses du monastère. Certains ont cru voir des antennes radio, d'autres ont supposé que les parachutistes allemands utilisaient les murs comme point d'observation. En réalité, les positions de l'artillerie allemande se trouvaient sur les pentes environnantes et dans des grottes naturelles, camouflées avec précision. De là, les artilleurs pouvaient diriger le feu sur toute tentative d'avancée alliée dans la vallée du Liri. Le monastère, bien que non occupé, était au centre d'un formidable appareil défensif. Le différend s'intensifie lorsque le général néo-zélandais Bernard Freyberg prend le commandement du 2e corps de l'armée de l'Empire britannique et est chargé de reprendre les attaques sur le Mont Cassin après l'échec américain à la rivière Rapido. Freyberg était convaincu que le monastère servait de point de vue. Il demande l'autorisation de le bombarder. Le général Harold Alexander ne donna pas de réponse immédiate, tandis que Mark Clark, pressé par son récent échec, soutenait cette initiative. À Londres et à Washington, la question prend un caractère éthique et politique. Est-il légitime de détruire un monument religieux inestimable au nom de la guerre moderne ? Certaines personnalités alliées ont défendu avec véhémence la préservation du bâtiment. Les responsables du Vatican ont publié des communications urgentes. Il a été rappelé au commandement que la loi de la Haye protégeait les édifices religieux tant qu'ils n'étaient pas utilisés à des fins militaires. Freyberg insista, la simple possibilité d'observer suffisait à justifier sa destruction. Il a fait valoir que même s'il n'y avait pas de troupes à l'intérieur, le monastère représentait toujours une impasse dans laquelle les Allemands pouvaient s'installer à tout moment. Le 11 février, un avion de reconnaissance a pris des photos qui semblaient montrer des mouvements suspects près des murs. Les rapports, ambigus et contradictoires, se multiplient. Dans le même temps, les habitants des villages voisins, déplacés par la guerre, se réfugient dans le monastère. Des paysans italiens, des femmes, des personnes âgées et des enfants dormaient entre ces murs, croyant qu'il s'agissait d'un lieu sacré et intouchable. L'abbé Diamart a eu des entretiens directs avec des responsables allemands, réitérant qu'il n'autoriserait pas une présence militaire à l'intérieur du complexe. Il envoya même des lettres signées de sa propre main aux commandants alliés, garantissant qu'aucun soldat allemand n'y était entré. Alexandre reçut la lettre, mais Freyberg la considéra comme sans rapport avec ses objectifs tactiques. Le 13 février, le haut commandement allié se réunit. Freyberg défendit ses arguments avec détermination. Chaque jour où le monastère restait debout, la bataille était perdue. La vallée du Liri ne pouvait pas être prise si les observateurs allemands continuaient à dominer le champ de vision d'en haut. Alexandre, sous la pression des Anglais et des Américains, autorise finalement l'attaque.
Il a noté qu'il n'y avait aucune preuve concluante d'utilisation militaire, mais que la destruction briserait un éventuel abri ennemi et ouvrirait la voie à l'infanterie. L'ordre a été signé dans la nuit du 14 février 1944. La décision n'a pas été annoncée publiquement. Les aviateurs alliés ont reçu l'ordre de détruire complètement le monastère. Des bombardiers lourds B-17 Flying Fortress et B-25 Mitchell ont été préparés, accompagnés de chasseurs bombardiers légers. La cible a été classée comme une zone contrôlée par l'ennemi. Les troupes alliées sur le terrain ont été averties de ne pas s'approcher de la zone avant la fin du bombardement. Les unités allemandes, apprenant des interceptions radio, commencèrent à battre en retraite immédiatement autour du monastère, anticipant que les ruines seraient plus utiles défensivement que le bâtiment intact. Le matin du 15 février, avant que les premiers avions n'apparaissent dans le ciel, l'abbé Diamar a commencé la messe dans la crypte inférieure. Des civils italiens se sont agenouillés à côté des moines. À 9h28, la première formation de bombardiers a été vue en train de s'allier avec le soleil levant. Les observateurs alliés dans la vallée du Liri ont entendu le rugissement des moteurs alors que des centaines de bombes commençaient à tomber du ventre des avions. Le monastère, intact depuis le Moyen-Âge, est devenu la cible d'une destruction totale en quelques minutes. Le bombardement du Mont Cassino, 15 février 1944. À 9h45, le ciel de la vallée du Liri s'assombrit avec la silhouette de plus de 250 bombardiers. Depuis le sol, les soldats alliés regardaient en silence les forteresses volantes B-17 en formation décalée, s'aligner sur la colline sacrée. Chaque avion transportait des tonnes de bombes de démolition de 500 et 1000 livres. C'était le prélude à un acte qui marquerait à jamais la conscience de la guerre moderne. Le monastère du Mont Cassin, symbole du christianisme occidental, était dans un calme complet. À l'intérieur de ses murs, plus de 200 civils italiens se sont rassemblés dans des sous-sols et des cryptes en quête de protection. Les moines bénédictins priaient à voix basse. L'abbé Grégoire Diamar tenait dans ses mains une relique de Saint Benoît. Il n'y avait pas de troupes allemandes dans l'enceinte. Les seules silhouettes armées se tenaient à des centaines de mètres de là, sur les pentes environnantes, regardant le spectacle qui était sur le point d'éclater avec un mélange d'incrédulité et d'opportunité stratégique. Le premier grondement ébranla le sommet de la colline. Une série de bombes explosives ont frappé les murs nord et haies du bâtiment, soulevant des panaches de poussière et des fragments de marbre qui se sont élevés à des dizaines de mètres. L'onde de choc a brisé les vitraux médiévaux et les plafonds de la Renaissance en une fraction de seconde. Des civils, pris au piège entre des murs vieux de plusieurs siècles, ont été écrasés par les débris. Les moines, incapables de comprendre ce qui se passait, coururent vers les cryptes, tandis que l'abbaye s'effondrait au-dessus de leur tête. En 4 vagues consécutives, les bombardiers poursuivent leur attaque. Entre 9h45 et 13h30, plus de 1400 tonnes de bombes ont été larguées sur le Monte Cassino. L'édifice, qui avait résisté aux Lombards, aux Normands, aux Napoléons et aux tremblements de terre, n'a pas pu résister à la fureur aérienne du XXe siècle. Les voûtes construites par Carlo Maderno au XVIIe siècle se sont effondrées comme des châteaux de sable. Les bibliothèques, qui contenaient des codex inestimables, ont brûlé en quelques minutes. La poussière recouvrait tout, cachant des cris, des corps et des prières. Le colonel américain William Owen, qui regardait depuis un avant-poste, a décrit le bombardement comme une catastrophe monumentale. Il n'y a pas eu d'acclamation ni de geste de triomphe. Même parmi les soldats alliés, il y avait un silence. Certains se sont signés. D'autres baissèrent le regard. Tout le monde n'a pas approuvé la destruction. Le général Alexander avait ordonné qu'aucune photographie officielle de l'intérieur ne soit prise après l'attaque. Le Vatican, immédiatement rapporté par la radio, a condamné l'attentat comme un acte de barbarie. Mais pour les Allemands, la destruction du monastère était un avantage tactique imprévu. Dès que le dernier avion s'est retiré, les parachutistes du général Heydrich ont commencé à se diriger vers les ruines. Ils savaient que les moellons de pierre épais étaient beaucoup plus faciles à défendre que les murs intacts. Ils ont transformé des cryptes effondrées et des couloirs à moitié enterrés en postes de tireurs. Les zones effondrées offraient une couverture parfaite contre l'artillerie et les mortiers. Les destructions, loin de briser la ligne Gustave, l'avaient renforcée. À quelques kilomètres au sud, le général Bernard Freyberg donne l'ordre d'avancer immédiatement sur les ruines.
convaincus que le bombardement a éliminé toute résistance. Les troupes indiennes du 4e régiment de fusiliers Rajputana et les Gourkhas du bataillon de fusiliers 1er Gourkha se préparaient à gravir la colline. Mais à leur approche, ils sont accueillis par le feu de mitrailleuses allemandes parfaitement camouflées. Les Fallschirmjäger avaient installé leur quartier général dans ce qui restait de la bibliothèque principale, maintenant couverte de poussière, et utilisaient les décombres comme parapets impénétrables. Pendant ce temps, dans la vallée, les services de renseignement alliés ont commencé à recevoir des rapports confirmant ce que certains soupçonnaient déjà. Aucune preuve de troupes allemandes n'avait été trouvée à l'intérieur du monastère avant le bombardement. Les moines survivants rapportèrent qu'il n'y avait jamais eu de soldats de l'Axe à l'intérieur du complexe. Les témoignages de civils italiens sont d'accord. Des photographies aériennes prises avant l'attaque ont montré le bâtiment intact, sans aucun signe d'occupation militaire. Le bombardement avait détruit un monument millénaire et tué des dizaines de civils sans obtenir d'avantages stratégiques immédiats. Le 16 février, l'artillerie alliée entre en action pour soutenir l'avancée de l'infanterie. Toutes les collines voisines ont été bombardées. Les formations d'attaque néo-zélandaises ont tenté de percer la vallée du Liri, mais les Allemands contrôlaient toujours les hauteurs. La boue, la pluie et les mines ralentissaient tous les mouvements. Les soldats alliés devaient avancer accroupis entre des cratères encore fumants, sous le feu constant des mortiers allemands. Les observateurs de l'Axe utilisaient des projecteurs de nuit pour détecter tout mouvement et diriger le feu immédiatement. À Rome, les diplomates du Vatican ont exigé des explications. Le pape Pie XII a évité une déclaration publique directe, mais a envoyé une note privée à Franklin D. Roosevelt exprimant sa profonde tristesse. À Londres, Winston Churchill, pressé par l'indignation mondiale, a déclaré que l'attentat avait été une décision purement militaire. À Berlin, Joseph Goebbels lança une campagne de propagande montrant la destruction du monastère comme une preuve de la barbarie des Alliés, la comparant au pillage des Huns au Moyen Âge. Pour les soldats sur le terrain, la signification était plus immédiate. Le monastère n'était plus une structure religieuse intouchable, mais le centre d'une forteresse allemande. Sa destruction n'avait pas rapproché la victoire. Au contraire, elle avait marqué le début d'une phase encore plus sanglante de la bataille. La montagne sacrée de Saint-Benoît était devenue une ville de ruines, un labyrinthe de pierres et de morts où chaque pierre tombée cachait un fusil, un piège ou un tireur embusqué. Dans la soirée du 17 février, alors que de la fumée s'élevait encore du sommet de la montagne, le drapeau avec la croix germanique flottait sur les décombres du monastère. L'utilisation des ruines par les troupes allemandes. Après le bombardement du 15 février 1944, Monte Cassino cessa d'être un monastère et devint une forteresse. Les explosions qui avaient réduit les murs millénaires en ruines ont généré un paysage de roches fracturées, de passages improvisés et de cavités parfaites pour cacher des positions défensives. En quelques heures, des soldats de la 1re division parachutiste allemande s'infiltrent dans les ruines, sachant que le sanctuaire détruit est paradoxalement devenu le bastion idéal pour stopper l'avancée alliée. Le Fallschirmjäger, sous le commandement du général Richard Heydrich, agit avec une précision chirurgicale. Ils utilisèrent les cryptes à moitié effondrées comme centre de commandement, installèrent des mitrailleuses MG-42 dans des ouvertures naturelles entre des blocs de marbre effondrés et camouflèrent des tireurs embusqués dans les galeries en ruine des anciens cloîtres. Chaque colonne tombée devenait un parapet, chaque voûte détruite dans une tranchée improvisée. Les tirs croisés qu'ils ont générés ont couvert les approches de la vallée et des pentes de la montagne, créant des zones de mort impossibles à flanquer. Le terrain, autrefois dominé par des murs droits et des murs lisses, s'est transformé en un labyrinthe irrégulier. L'artillerie alliée n'a pas pu détruire ce qui était déjà détruit. Les bombes qui continuaient à tomber sur la colline n'ont que très peu modifié le champ défensif allemand, tout en soulevant des nuages de poussière qui ont aveuglé les attaquants. Les parachutistes en avaient mémorisé tous les coins et recoins. Les officiers allemands ont placé des mines antipersonnelles dans des couloirs étroits, des pièges à l'intérieur des passages et des câbles parmi les ruines pour activer des charges cachées. Le monastère est devenu un piège. Les ruines permettaient aux défenseurs de se déplacer sans être vus. Ils avaient creusé des tunnels qui reliaient les vestiges de la basilique aux terrasses inférieures.
Ils utilisaient ces tunnels pour se réapprovisionner en munitions pendant la nuit lorsque les Alliés réduisaient leurs attaques en raison de la faible visibilité. Les observateurs allemands se déplaçaient entre les positions, communiquant par téléphone de campagne avec des batteries cachées sur les pentes. De là, ils ont dirigé le feu avec une précision qui rendait l'avance de l'ennemi impossible. Le commandant Heydrich, dans un message intercepté par les Alliés, décrivit la nouvelle position comme une forteresse naturelle créée par nos ennemis. Pendant ce temps, la propagande allemande exploitait la destruction du monastère à des fins politiques et morales. Des photographies de moines déplacés, de manuscrits brûlés et de colonnes effondrées circulaient parmi les soldats de l'Axe. Les brochures diffusaient l'idée que les Alliés ne se battaient pas seulement contre l'armée allemande, mais aussi contre l'histoire et la foi chrétienne. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, déclara que le mont Cassin était « le Verdun de l'Italie », une bataille où la civilisation doit résister à la barbarie moderne. Les soldats allemands, inspirés par ce récit, ont juré de ne pas se rendre. Le colonel Julius Schlegel, responsable de l'évacuation des œuvres d'art du monastère avant le bombardement, est devenu une figure symbolique parmi les défenseurs. Sa décision de sauver les manuscrits, les sculptures et les reliques médiévales a été utilisée par les commandants comme une preuve du respect allemand pour la culture européenne. En revanche, la destruction du monastère patrimonial par les Alliés a été décrite comme la profanation ultime. Sur le champ de bataille, la réalité était impitoyable. Chaque tentative des Alliés de s'approcher des ruines se soldait par un bain de sang. Les Gourkhas népalais ont essayé d'avancer le long des terrasses orientales, grimpant avec des cordes à travers les décombres. Ils ont été accueillis par des grenades à main allemandes, lancées depuis des positions dissimulées. Les soldats indiens du 4e régiment Rajputana ont réussi à prendre une section du mur d'enceinte, mais ont été repoussés par une contre-attaque nocturne au lance-flammes. Les troupes néo-zélandaises, sous le commandement du général Freyberg, lancent un assaut direct le 17 février, mais sont prises au piège dans des champs de mines couverts de cadavres de soldats et de pierres pointues. Les Allemands ont profité de la domination visuelle accordée par la colline. Depuis les positions les plus élevées, ils pouvaient observer chaque mouvement dans la vallée du Liri et coordonner les tirs d'artillerie contre toute concentration de troupes. La destruction du monastère avait créé une pente inégale qui rendait difficile l'avancée des chars alliés. Les véhicules se coinçaient ou se renversaient. De nombreux chars ont été rendus inutiles et abandonnés, servant de couverture de fortune pour les futures vagues d'infanterie. Les communications alliées devinrent chaotiques. La diversité des troupes impliquait des ordres donnés en anglais, en français, en hindi, en arabe et en polonais, ce qui rendait difficile la coordination tactique. En revanche, la chaîne de commandement allemande a travaillé rapidement. Kesselring envoya des directives claires depuis son quartier général à Frascati, déclarant que tenir le mont Cassin signifiait défendre l'ensemble de la ligne Gustave. Les rapports des services de renseignement indiquaient que les Allemands étaient déterminés à se battre jusqu'au dernier homme. Le général Heydrich communiqua personnellement à Berlin que sa division était prête à sacrifier 100% de ses troupes si elle retardait l'avance des Alliés de quelques semaines de plus. Au milieu des destructions, les parachutistes ont installé des batteries de mortiers dans les décombres. Les pièces ont été déplacées après chaque tir pour éviter d'être localisées par l'artillerie alliée. Chaque ruine servait d'écho naturel qui déviait le bruit des coups de feu, empêchant les Alliés de déterminer l'origine exacte de l'incendie. Des tireurs d'élite allemands, équipés de fusils à longue portée, attaquaient les officiers alliés depuis des positions invisibles. Une balle peut provenir de derrière une statue tombée, d'un autel détruit ou du creux d'un mur effondré. Les conditions de vie des défenseurs étaient brutales. Ils dormaient parmi les cadavres, l'eau était rare et la nourriture arrivait dans des sacs à dos déposés par des mules pendant la nuit. Cependant, le moral est resté élevé. Les parachutistes se considéraient comme les derniers gardiens de la civilisation européenne face à la destruction. Leur résistance a fait du mont Cassin un symbole d'héroïsme pour la Wehrmacht. Le 18 février, le général Alexander reconnut que le bombardement n'avait pas permis d'atteindre les objectifs. Les rapports de terrain ont indiqué que les ruines étaient plus meurtrières que le monastère intact. Les troupes alliées comprenaient qu'elles devaient maintenant se battre non seulement contre l'armée allemande, mais aussi contre le terrain même qu'elles avaient détruit. Le mont Cassin n'était plus une abbaye, c'était une forteresse de pierre tombée où chaque bloc était une position allemande.
Les deuxième et troisième offensives alliées, février-mars 1944. L'échec américain à la rivière Rapido et la futilité stratégique du bombardement du monastère obligent le commandement allié à restructurer complètement sa tactique. À partir du 15 février, l'assaut est laissé entre les mains de la 8e armée britannique, dirigée par le général Sir Oliver Lees, tandis que les troupes indiennes, néo-zélandaises et britanniques, se préparent à lancer une nouvelle attaque sur le mont Cassin. La montagne n'était plus un symbole religieux, elle était l'épicentre d'une guerre d'usure absolue. L'attaque a commencé le 15 février, quelques heures après l'attentat. Les commandants alliés, croyant à tort que les parachutistes allemands avaient été anéantis, ordonnèrent à la 4e division indienne et à la 2e division néo-zélandaise d'avancer dans les ruines et de conquérir les hauteurs. L'infanterie indienne, composée des régiments Rajputana, Garhwal et Gurkha, gravit les pentes sous un feu constant. Le terrain était presque impraticable. Les débris détachés par les bombes formaient des pentes instables et poussiéreuses sur lesquelles les soldats glissaient et étaient abattus avant de se mettre à couvert. Les troupes allemandes, cachées parmi les vestiges du monastère et les terrasses de la montagne, ouvrent le feu avec des mitrailleuses MG-42 sous des angles impossibles. Chaque tentative d'avancer a été accueillie par des grenades et des tirs de mortier. Les Gurkhas ont réussi à prendre la colline 593, un point clé en face du monastère, mais ont été rapidement coupés. La colline est devenue un cercle de mort. Les attaques nocturnes se succèdent avec des combats au corps à corps, à la baïonnette et au kukri. Le terrain étroit empêchait tout mouvement de flanc et les renforts étaient décimés avant d'atteindre la ligne de front. Dans le village de Cassino, situé au pied de la montagne, la situation n'était pas différente. La 2e division néo-zélandaise, commandée par le lieutenant-général Bernard Freyberg, tente de conquérir la ville rue par rue. Cassino avait été transformé en un labyrinthe de décombres par les bombardements précédents et les Allemands avaient fortifié chaque bâtiment avec des positions interconnectées. Les Néo-Zélandais ont essayé d'avancer à travers les sous-sols, tandis que les Allemands tendaient des embuscades depuis les étages supérieurs, lançant des explosifs improvisés. La lutte a été menée pièce par pièce. Les chars alliés s'enfoncèrent dans des cratères ou se retrouvèrent coincés entre des murs détruits. Du 15 au 18 février, l'offensive de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande s'arrêta avec d'énormes pertes. Le 4e régiment Rajputana a perdu plus de la moitié de ses troupes. La côte 593 a changé de main plusieurs fois en une seule journée. L'artillerie alliée a tenté de détruire les positions allemandes, mais la protection naturelle des débris a fait que les effets ont été minimes. Freyberg, voyant que ses troupes étaient sacrifiées sans résultat, demanda à suspendre l'attaque. Le 18 février, Alexandre accepte d'arrêter l'opération. Les pertes alliées dépassent les 5000 hommes. Le front étant arrêté, Alexandre et Freyberg planifient une 3e offensive. Cette fois, une tentative serait faite pour coordonner une attaque combinée depuis la vallée du Liri et les hauteurs du monastère. La date a été fixée au 15 mars 1944. Ce jour-là, avant l'aube, une nouvelle vague de 775 bombardiers lourds a largué plus de 1000 tonnes d'explosifs sur Cassino. La ville a pratiquement disparu de la carte. Les bâtiments qui étaient encore debout après le premier bombardement ont été pulvérisés. Cependant, comme cela s'était produit pour le monastère, les ruines sont devenues des points défensifs idéaux pour la Wehrmacht. Les troupes néo-zélandaises ont avancé après le bombardement. Le général Freyberg croyait que l'ennemi était mort sous les décombres. Mais les défenseurs allemands, appartenant à la 1re division parachutiste et à la division Hermann Göring, sortent des tunnels et des abris souterrains. Au cours des premières 24 heures de l'assaut, les Néo-Zélandais perdirent plus d'hommes que dans toute la campagne d'Afrique du Nord. Chaque rue de la ville était un piège. Les Allemands avaient placé des mines antipersonnelles sur des carcasses d'animaux, sur le seuil des portes et dans les décombres. Les troupes alliées devaient ramper en avant, se faufilant à travers des ruines qui s'effondraient sous leurs pieds. Le nœud de l'offensive était la gare de Cassino, située sur un terrain bas et gorgé d'eau. La zone était couverte de cratères remplis d'eau et les réservoirs ne pouvaient pas manœuvrer. Les parachutistes allemands défendaient les chenilles comme s'il s'agissait de murs médiévaux. Les affrontements ont eu lieu à moins de 20 mètres de distance avec des grenades à main, des lance-flammes et des pistolets. Les forces alliées parvinrent à s'emparer de la gare le 17 mars.
mais ne purent avancer davantage. Le monastère était toujours aux mains des Allemands, et à partir de là, l'ensemble du champ de bataille était toujours contrôlé. Le 19 mars, le temps s'est aggravé. Des pluies torrentielles ont transformé la terre en une mer de boue. Les communications radio ont échoué. Les Britanniques tentèrent une dernière attaque sur les hauteurs, mais furent repoussés avec de lourdes pertes. Le 23 mars, Freyberg ordonna la suspension de l'attaque. La troisième offensive avait échoué. Les pertes alliées dans cette phase ont été estimées à 7500 hommes. Les Allemands, bien qu'épuisés, restèrent inébranlables. La ligne Gustave avait résisté à 3 offensives consécutives. À Londres, Winston Churchill a prononcé une phrase qui résumait l'ampleur du défi. « Nous ne combattons pas un ennemi commun. Nous nous battons contre une montagne transformée en forteresse par les meilleurs soldats d'Allemagne. » À Rome, Kesselring rapporta à Berlin que le moral des Allemands était à son plus haut niveau depuis Stalingrad. Le mont Cassino était devenu non seulement un champ de bataille, mais aussi un symbole de résistance stratégique. Les troupes alliées, épuisées, se retirent temporairement. La montagne était silencieuse. Sous ses ruines, les parachutistes allemands aiguisèrent leurs baïonnettes en attendant la prochaine offensive. Le rôle du moral et du climat dans la bataille. La bataille du Mont Cassin n'a pas été définie uniquement par des manœuvres tactiques ou des mouvements de troupes, mais par des forces invisibles qui ont déterminé le rythme des combats. Le temps, l'épuisement psychologique et la résilience morale des hommes qui se sont battus sur les pentes du monastère. Pour de nombreux soldats, la colline n'était pas seulement un objectif stratégique, mais une expérience presque surnaturelle, une sorte d'enfer ancestral où la nature et l'esprit semblaient s'être alliés pour briser l'être humain plutôt que l'armée. L'hiver 1944 a été l'un des plus rigoureux en Italie depuis des décennies. Les pluies torrentielles ont commencé en novembre de l'année précédente et ne se sont pas arrêtées en janvier et février. Les vallées sont devenues des marécages et les rivières Rapido, Garigliano et Liri ont débordé, inondant les tranchées et les positions d'artillerie. Les soldats alliés, en particulier les Américains lors de la première offensive, ont combattu dans l'eau jusqu'aux genoux, leurs uniformes trempés et leur équipement recouvert de boue. Les bottes pourrissaient sur les pieds, provoquant des infections. Les vêtements en laine sont devenus un fardeau qui pesait plusieurs kilos lorsqu'il était saturé de pluie. Les températures sont descendues sous le point de congélation pendant la nuit. Le vent qui descendait des Apennins perçait les manteaux comme des lames. De nombreux soldats indiens, venus des régions chaudes du sous-continent, ont souffert de graves engelures. Les troupes marocaines, habituées à combattre en terrain montagneux, résistent mieux physiquement, mais le froid constant provoque une pneumonie. Dans les postes médicaux de campagne, le nombre de victimes dues à la maladie dépassait souvent le nombre de victimes au combat. Chaque aube apportait avec elle des corps raides dans des sacs de couchage, des soldats qui ne s'étaient pas réveillés. Sur les pentes du Monte Cassino, les parachutistes allemands ont été confrontés aux mêmes conditions, mais avec un moral forgé par des années de guerre défensive. Coupés du reste du front, sans possibilité de retraite, ils sont devenus une unité autonome. Ils vivaient sous terre, dans des tunnels de fortune parmi les décombres, où ils allumaient des feux avec les restes de bancs d'église, des cadres de la Renaissance et des portes en bois récupérées des ruines du monastère. L'ironie de survivre grâce aux reliques de l'art sacré n'est pas passée inaperçue. Ils dormaient assis, le fusil entre les jambes, craignant qu'un effondrement soudain ne les ensevelisse vivants. La boue était omniprésente. Les approvisionnements alliés devaient être transportés à pied par des mules ou des camions qui étaient piégés à chaque kilomètre. L'avancée des chars était pratiquement impossible. Le climat a non seulement détérioré les conditions physiques, mais aussi l'esprit des combattants. Le bruit constant de la pluie confondu avec des coups de feu, les explosions étouffées par la boue, la sensation permanente d'humidité ont commencé à provoquer des hallucinations, de la paranoïa et des états de choc. Il y a eu de nombreux cas de soldats refusant d'avancer, non pas par lâcheté, mais à cause d'une dépression nerveuse totale. Dans ce scénario, la moralité est devenue une arme. Les troupes polonaises priaient le chapelet sous la pluie, convaincues qu'elles ne se battaient pas seulement pour le Mont Cassin, mais aussi pour Varsovie. Les Gourkhas ont chanté des chants ancestraux avant l'attaque, invoquant l'honneur de leur famille. Les unités marocaines du corps expéditionnaire français, dirigées par le général Juin, ont utilisé des tactiques de guerre psychologiques.
émettant des cris et des coups de corne lors des attaques nocturnes sur les Apennins, provoquant la terreur dans les lignes allemandes. Les Allemands, pour leur part, étaient poussés par un sens presque religieux de la mission. Arrêter les Alliés à Monte Cassino était, pour eux, sauver l'Allemagne d'une invasion directe. Les parachutistes avaient juré de ne pas rendre la montagne tant qu'il ne resterait qu'un seul homme avec des munitions. Leur commandant, le général Heydrich, a personnellement livré des croix de fer dans les tunnels du monastère en ruine, élevant le moral au niveau du fanatisme. Les soldats recevaient des lettres du Reich les décrivant comme les héritiers des chevaliers teutoniques. Dans les rangs des Alliés, la diversité culturelle a également joué un rôle dans le moral. Certains soldats indiens ont combattu motivés par la promesse d'indépendance après la guerre. Les Néo-Zélandais se battaient avec un fort sentiment de réputation nationale. Le Monte Cassino devenait pour eux une question d'honneur. Les Américains, saturés de propagande anti-nazie, voyaient dans cette bataille un prélude à la libération de l'Europe. Cependant, la répétition des échecs et l'accumulation des pertes commencent à générer du mécontentement. Certains soldats ont envoyé des lettres accusant leurs commandants de sacrifier des vies sans objectif clair. La bataille n'a pas seulement été livrée dans les tranchées, mais à l'intérieur de chaque combattant. Les aumôniers parcouraient le front pour offrir des messes sous la pluie. Les moines survivants du monastère détruit se déplacèrent vers l'arrière des Alliés, priant pour les morts des deux côtés. Dans un hôpital de campagne polonais, une image détruite de la Vierge du Mont Cassin trouvée dans les décombres a été placée. L'image calcinée est devenue un symbole de la bataille, un rappel que la foi, l'histoire et la guerre s'étaient entrelacées sur cette montagne de ruines. La météo déterminait non seulement le mouvement des troupes, mais aussi les décisions stratégiques. Chaque fois qu'il pleuvait, les avions alliés étaient cloués au sol. L'artillerie a dû suspendre ses bombardements en raison du manque de visibilité. L'humidité ruinait la poudre à canon et oxydait les mécanismes des fusils. Les grenades n'ont pas explosé. Les soldats tombèrent dans des ravins invisibles couverts de boue. La montagne, au lieu d'être conquise, semblait dévorer ceux qui osaient l'escalader. Les nuits étaient encore pires. Le brouillard descendait comme une couverture spectrale. Les projecteurs allemands balayaient les pentes à la recherche de mouvements. Les attaques nocturnes se sont transformées en combats au corps à corps où les hommes pouvaient à peine voir à plus d'1 mètre. Dans ce scénario, la moralité pourrait se transformer en détermination ou en désespoir. Un soldat polonais écrit dans son journal « Ici, nous ne nous battons pas pour conquérir une montagne. Nous nous battons pour ne pas perdre la tête. » Pour les Alliés, chaque jour au Mont Cassin était un rappel que l'ennemi n'était pas seulement l'armée allemande, mais la montagne elle-même, le temps, la pluie qui refroidissait les espoirs, la boue qui emprisonnait les pieds et la fatigue qui obscurcissait l'esprit. Le 10 avril 1944, alors que des pluies torrentielles s'abattaient sur les ruines du monastère, les commandants alliés se sont réunis pour planifier l'attaque finale. L'opération Diadema était sur le point de commencer. Opération Diadema, l'offensive finale, mai 1944. Dans la nuit du 11 mai 1944, à 23 heures, le silence qui avait enveloppé les pentes du Monte Cassino pendant des semaines a été soudainement brisé. Plus de 1600 pièces d'artillerie alliées ouvrent le feu simultanément le long d'un front de 40 km, de la mer Tyrrhénienne aux montagnes des Abruzes. Il s'agit du plus grand bombardement coordonné de toute la campagne d'Italie. La terre trembla. Les positions allemandes étaient enveloppées d'éclairs oranges, d'explosions sèches, de colonnes de terre qui s'élevaient comme des tours infernales. Les observateurs alliés ont décrit l'attaque comme un tremblement de terre artificiel. L'opération Diadema a commencé, la 4e tentative alliée de percer la ligne Gustave, conçue non pas comme une simple bataille, mais comme le coup final qui devait ouvrir la voie à Rome et détruire le centre de gravité défensif de l'armée allemande en Italie. Le plan, soigneusement élaboré par le général Harold Alexander, impliquait une attaque multi-axe coordonnée par 4 armées, la 5e armée américaine de Mark Clark sur la gauche, composée de troupes américaines et françaises, la 8e armée britannique d'Oliver Lees sur la droite, renforcée par des divisions polonaises, indiennes, britanniques et canadiennes, et au centre, le corps du général Alphonse Juin, composé d'unités coloniales marocaines et algériennes. Il ne s'agissait pas d'un simple assaut frontal,
mais d'un mouvement enveloppant visant à briser le système défensif allemand à partir de plusieurs points simultanément, forçant Kesselring à battre en retraite ou à faire face à l'anéantissement. Contrairement aux offensives précédentes, Diadema a été préparé dans le secret le plus absolu. Des milliers de soldats ont été transférés pendant la nuit d'Anzio et du front adriatique. Les mouvements de troupes étaient dissimulés sous des filets de camouflage, tandis que la désinformation des Alliés laissait croire à l'ennemi que l'attaque principale viendrait du nord. Le commandant allemand au Monte Cassin, le général Frido von Senger und Detterlin, était convaincu que les Alliés répéteraient les erreurs du passé. Des attaques frontales sur les ruines du monastère. Il ne s'attendait pas à ce que le coup décisif soit porté par les flancs, dans les montagnes au sud de Thomas d'Aquin, par des cols qu'il considérait comme infranchissables. Le secteur affecté au corps expéditionnaire français est l'un des plus difficiles sur le front. Là, le terrain était un enchevêtrement de montagnes rocheuses, de ravins et de forêts. Les Allemands considérèrent la zone pratiquement impraticable pour les troupes mécanisées, mais ils ignoraient que les soldats marocains du général Juin, experts en guerre en montagne, avaient l'habitude de se déplacer comme des chasseurs sur des terrains encore plus arides et escarpés de l'Atlas. Alors que l'artillerie alliée punissait la vallée, les goumiers marocains montaient des chemins cachés, transportant des mules chargées de mortiers détachables et de fusils automatiques. Ils n'utilisaient ni lumière, ni radio. Ils étaient guidés par les étoiles et mémorisaient des instructions. Aux premières heures du 12 mai, ils atteignirent des positions derrière les lignes allemandes, effectuant des attaques surprises avec des couteaux et des grenades, désorganisant l'ennemi avant qu'il ne puisse répondre. Les Allemands ont été pris de court. Leur position était conçue pour se défendre contre les attaques frontales et non contre les assauts du haut des sommets des montagnes. Une fois la brèche ouverte, les divisions américaines commencèrent à avancer depuis la vallée du Liri. Le 351e régiment d'infanterie traverse la rivière Garry, soutenu par des ingénieurs qui installent des ponts Bailey sous le feu ennemi. Fini les images d'inexpérience de l'attaque du Rapido. Désormais, les ingénieurs travaillaient avec une précision chirurgicale. Chaque passage a été exécuté rapidement et l'artillerie allemande n'a pas été en mesure de détruire les ponts à temps. Le général Kesselring comprit l'ampleur de l'attaque lorsque des rapports commencèrent à arriver, faisant état de pénétration simultanée sur tout le front. Il demanda des renforts à Rome, mais les réserves se firent rares. L'armée allemande était épuisée après des mois de combats défensifs. Le carburant était rare. Les lignes d'approvisionnement étaient constamment bombardées par les avions alliés. Cependant, la résistance allemande était féroce. Les divisions de panzergrenadiers contre-attaquèrent dans la vallée du Liri, arrêtant temporairement l'avance britannique. Au Monte Cassino, les Fallschirmjäger ont résisté à chaque mètre, tirant depuis des positions invisibles, émergeant des décombres comme des spectres. Le point culminant de l'offensive eut lieu devant la colline du Mont Cassin. Le 2e corps polonais, commandé par le général Władysław Anders, reçut l'ordre de prendre les ruines du monastère. Pour les soldats polonais, cette attaque avait une valeur symbolique incomparable. Beaucoup d'entre eux s'étaient échappés des goulags soviétiques. Leurs familles étaient sous occupation allemande ou avaient été déportées. Ils se battaient pour racheter l'honneur de leur nation. L'attaque a commencé le 12 mai. Des compagnies polonaises ont escaladé la colline sous le feu des mitrailleuses et des mortiers. Les Allemands défendirent chaque terrasse avec férocité, lançant des grenades depuis des positions cachées et contre-attaquant avec des lance-flammes. La côte 593 redevient l'épicentre des combats. Il a changé de main 6 fois en une seule journée. Dans la nuit du 12 au 13 mai, les Polonais se replient partiellement pour se réorganiser. Le général Anders ordonna de reprendre l'attaque à l'aube. Les parachutistes allemands, conscients qu'ils ne pouvaient pas résister indéfiniment, demandèrent l'autorisation de se retirer, mais Hitler ordonna de tenir le Mont Cassin à n'importe quel prix. La colline était couverte de cadavres. Le terrain était si escarpé que les corps dévalaient de la pente jusqu'aux pieds des survivants. Le 17 mai, après 4 jours de combats continus, le 2e corps polonais lance son assaut final. L'artillerie alliée a concentré ses tirs directs sur les ruines du monastère. Les Polonais avançaient, baïonnettes fixes, chantant l'hymne national « Jeszcze Polska nie zginęła ». À la tombée de la nuit, les Allemands commencent à battre en retraite tranquillement. Le général Heydrich, se rendant compte qu'il est encerclé, ordonne l'évacuation de l'abbaye pendant la nuit.
Les derniers défenseurs se retirèrent par des chemins cachés vers la ligne Hitler, plus au nord. Alors que les Polonais prenaient le Mont Cassin, les Français du général Juin avaient percé les montagnes et menacé les routes d'approvisionnement allemandes. Les Britanniques avançaient dans la vallée du Liri. Les Américains consolident leur position et se préparent à faire la jonction avec les forces d'Anzio. Le 18 mai 1944, à 9h45, une patrouille polonaise dirigée par le sergent Kazimierz Gurbiel hisse le drapeau blanc et rouge de la Pologne sur les ruines du monastère. Cet acte n'était pas le symbole d'un triomphe local, mais le signal de la chute de la ligne Gustave. Kesselring ordonna une retraite générale vers la ligne Hitler, située entre Piedimonte et Pontecorvo. Le but n'était plus de vaincre les Alliés au Mont Cassin, mais de les retarder suffisamment longtemps pour préparer la défense de Rome. Mais l'opération Diadema avait réussi ce que les offensives précédentes n'avaient pas pu faire: briser la cohésion défensive allemande. Les routes étaient remplies de colonnes allemandes en retraite sous le feu constant des avions alliés. Les routes ont été bombardées. Les convois brûlent au milieu des ponts éclatés. En seulement 6 jours, les forces de l'Axe commencèrent à s'effondrer sur le front italien. Le 19 mai, les Alliés ouvrirent les portes de la vallée du Liri, lançant ainsi la poursuite. La bataille du Mont Cassin s'est terminée comme l'une des plus sanglantes et des plus longues de la guerre, mais la marche vers Rome ne faisait que commencer. La prise du monastère et la victoire polonaise, 18 mai 1944. L'aube du 18 mai 1944 se leva sur le Mont Cassin, enveloppé d'un silence qui n'était pas la paix, mais l'épuisement. Dans la nuit, les derniers parachutistes allemands avaient quitté les ruines du monastère, camouflés dans le brouillard, se retirant de manière ordonnée vers des positions sur la ligne Hitler. Ce n'était pas une reddition, mais une retraite stratégique. Il n'y avait plus rien à défendre là-bas, à part le symbole qui avait été transformé en forteresse. Les ruines, pulvérisées par les bombes, étaient couvertes de cadavres, de coques brisées, de cratères fumants et de fragments de colonnes millénaires mêlés à des débris de munitions. À partir des positions polonaises, des unités épuisées, couvertes de boue et de sang, avançaient. Le deuxième corps polonais du général Władysław Anders avait payé de milliers de vies pour chaque mètre gagné. Beaucoup de ces soldats avaient combattu sans relâche pendant 4 jours, sans dormir, sans manger correctement, respirant des débris, de la poussière et de la poudre à canon alors qu'ils gravissaient des pentes impossibles sous le feu ennemi. Le bruit de l'artillerie avait finalement cessé vers 4 heures du matin. La pluie avait emporté une partie de la fumée, laissant l'air chargé d'humidité et d'odeurs de terre remuée. Dans leurs journaux, plusieurs soldats polonais ont décrit ce moment comme un sentiment de « monter à travers les décombres du monde ». À 9h30, une petite patrouille de reconnaissance polonaise s'approche des murs en ruine du monastère. Le sergent Józef Czerniawski dirigeait le groupe. Ils grimpèrent prudemment sur les pierres détachées en attendant une dernière attaque. Il n'y a pas eu de coup de feu. Il n'y avait personne. Le silence était si absolu que certains soldats ont cru entrer dans un cimetière oublié. En atteignant le point culminant, Czerniawski a repéré ce qui restait du maître-autel, réduit en poussière. Il ordonna le hissage d'un drapeau improvisé de la République de Pologne, fabriqué à partir d'un drap blanc et d'un drap rouge cousu à la main par des infirmières de face. À 9h45, l'étendard polonais survolait les ruines du monastère bénédictin. C'était un acte plein de symbolisme. La Pologne, envahie par l'Allemagne en 1939, divisée entre le Troisième Reich et l'Union soviétique, sans son propre territoire, sans gouvernement dans sa patrie, se tenait à ce point sacré comme un conquérant légitime. Ce n'était pas une victoire pour la gloire territoriale, mais une déclaration au monde. La Pologne était toujours en vie. Lorsque les premiers accords de l'hymne national polonais ont résonné à travers les ruines, les soldats tombés au combat semblaient être présents. Certains survivants pleuraient en silence. D'autres ont embrassé le sol. Le père Émile Dupont, aumônier militaire, a célébré une courte prière au pied d'une colonne effondrée. Il n'y avait ni autel ni cloche. Le monastère était un champ de bataille, mais pour les Polonais, c'était l'autel de sa résurrection symbolique. Le général Anders fut immédiatement informé. De son poste de commandement, il s'avança vers les hauteurs. Il marchait en silence, entouré d'officiers. Il n'a pas parlé pendant les premières minutes. La dévastation a été absolue.
Chaque pierre effondrée représentait des siècles d'histoire. Anders savait que le monde s'interrogerait sur la destruction du monastère, mais il savait aussi que ces hommes avaient été ceux qui l'avaient repris. Lorsqu'il atteignit le drapeau, il s'arrêta, découvrit la tête et resta immobile pendant plusieurs minutes. Son visage ne témoignait pas de joie, mais de la gravité de celui qui contemple une victoire construite sur les os de ses compatriotes. Aux niveaux inférieurs du monastère, les Polonais commencèrent à compter leurs morts. Les pertes du deuxième corps s'élèvent à plus de 4000 lors de l'offensive finale. Parmi eux, de nombreux officiers qui avaient été déportés en Sibérie par les Soviétiques avant de rejoindre l'armée d'Anders. L'écho tragique de Katyn était présent. De nombreux soldats portaient des médailles religieuses à l'intérieur de leurs uniformes et des photographies de familles disparues. Chaque colline conquise était un acte de justice personnelle. Pour beaucoup, le mont Kassin n'était pas un point stratégique, mais un symbole spirituel et politique, la lutte pour l'existence de la Pologne. Pendant ce temps, dans la vallée, d'autres armées alliées consolident l'avance résultant de l'effondrement de la ligne Gustave. Les Français du général Juin s'emparèrent de Piédimonte, les Anglais traversèrent la rivière Liry et les unités marocaines avancèrent vers le nord à une vitesse surprenante. Le général Mark Clark poussait pour mener son armée vers Rome avant l'arrivée des Britanniques. La chute du monastère n'était pas un événement isolé, mais le début de l'effondrement allemand le long du front central. À l'intérieur des ruines, les Polonais ont trouvé des restes de manuscrits médiévaux, des tablettes brisées et des fragments de fresques sacrées. Tout était recouvert de couches de poussière et de sang. Les corps de civils italiens qui s'étaient réfugiés avant le bombardement ont été retrouvés dans les décombres. Les moines survivants, précédemment évacués sur ordre allemand, n'étaient pas présents. Il n'y avait que les échos de l'histoire, témoins silencieux du cataclysme de guerre. À midi, une patrouille polonaise a symboliquement enterré les morts en élevant une croix de fortune avec des restes de poutres du monastère. Il n'y a pas eu de cérémonie officielle. Personne n'a prononcé de discours. L'ordre était clair. Consolider les positions et se préparer aux contre-attaques allemandes qui pourraient provenir de la ligne Hitler. L'ennemi n'avait pas encore été complètement vaincu. Le front s'étendait vers le nord et les parachutistes allemands avaient juré de tenir dans chaque position successive. Mais à ce moment précis, à 12 heures le 18 mai 1944, les Polonais contrôlèrent le point le plus disputé d'Italie. Les communications alliées envoyèrent un message à Londres et à Washington confirmant que le mont Kassin était tombé. À Rome, la population civile a entendu des rumeurs selon lesquelles le front avait finalement été brisé. Les Italiens, épuisés par la guerre, la faim et l'occupation, commencèrent à voir dans le mont Kassin la porte de leur libération. Au crépuscule, les derniers coups de feu isolés se sont éteints sur les pentes. Les ombres du monastère détruit étaient projetées sur la vallée du Liry. Le drapeau polonais flottait toujours en silence, poussé par un vent froid venant des Apennins. Derrière elle, le soleil est tombé sur les vestiges d'une civilisation millénaire transformée en forteresse, puis en tombeau, et enfin en symbole. Au pied du drapeau, un soldat polonais épuisé écrivit dans son journal une seule phrase. « Ce qui a été détruit par la guerre, nous l'élevons avec honneur. Les conséquences humaines et matérielles. » L'aube du 19 mai 1944 a révélé le véritable coup de la bataille de Monte Cassino. Là où se dressaient autrefois des villages médiévaux et des champs en terrasse, s'étendait maintenant un paysage lunaire de cratères fumants, de décombres calcinés et de corps éparpillés sans distinction d'uniforme ou de nationalité. La vallée de la Liry, la villa de Cassino, les pentes du monastère et les rives de la rivière Rapido étaient redevenues un cimetière continu. Les soldats alliés qui avançaient parmi les ruines ne célébraient pas, ils marchaient en silence, baïonnettes sur les restes humains pour se frayer un chemin. Les chiffres officiels ne se feront pas attendre. Plus de 55 000 victimes alliées et 20 000 victimes allemandes en 4 mois de bataille, sans compter les milliers de civils tués ou disparus. Dans les premiers jours qui ont suivi la chute du monastère, les unités médicales ont été débordées. Les grottes naturelles sur les pentes ont été utilisées comme hôpitaux de fortune. Les blessés étaient allongés sur des couvertures imbibées de sang, alignées en rangées à l'abri des regards. Les médecins ont travaillé sans relâche, amputant des membres gangreneux et extrayant des éclats d'obus sous des lampes à pétrole.
Les ambulances ne pouvaient pas avancer sur les routes détruites, de sorte que des centaines de blessés ont été portés sur des épaules ou transportés sur des mulets. Les pertes psychologiques étaient aussi graves que les pertes physiques. De nombreux soldats, lorsqu'ils se sont réveillés, ont pensé qu'ils se battaient encore et ont tiré en l'air. D'autres restaient muets, regardant dans le vide, incapables de reconnaître la fin de la bataille. La ville de Cassino n'existait plus. Le bombardement du 15 mars l'avait transformée en un amas informe de briques et de poussière. L'odeur de la chair brûlée et de la poudre à canon imprégnait tout. Parmi les décombres se trouvaient les restes de civils qui avaient été piégés dans des sous-sols pendant les bombardements. Ils étaient morts sans tombe, sans lumière ni eau, attendant en vain que les bombes s'arrêtent. Les survivants émergeaient des ruines comme des spectres, couverts de cendres, les yeux enfoncés par la faim. Certaines familles italiennes vivaient dans des grottes depuis des semaines pour éviter les bombardements, se nourrissant d'herbes et d'eau de pluie. Lorsqu'ils sont partis, ils ont constaté que leur maison avait complètement disparu. Au monastère, les moines bénédictins qui avaient été évacués ont tenté de revenir. Ils ont été accueillis par un panorama de dévastation totale. Pas un seul mur n'est resté intact. La basilique, les cloîtres, la bibliothèque, les cryptes, tout avait été pulvérisé. Des fragments de fresques médiévales ont été mélangés à des casques, des projectiles et des ossements humains. De petits incendies alimentés par d'anciennes poutres brûlaient encore parmi les décombres. Les moines se sont agenouillés sur la poussière sacrée, tandis que les soldats polonais déposaient une croix de fortune sur un autel effondré. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas de discours. Le monastère n'était plus un temple, mais le symbole physique du prix de la guerre moderne. Au cours des semaines suivantes, les Alliés entament un processus systématique de comptage des dégâts. Les pertes alliées s'élèvent à plus de 55 000 morts, blessés et disparus. La plupart des pertes ont été subies par les Américains, les Britanniques, les Indiens et les Néo-Zélandais, suivis par les Français et les Polonais. Parmi les Polonais du 2e corps, un combattant sur 4 a été tué ou blessé. Dans les régiments Gourkha, des compagnies entières avaient été anéanties sur la colline 593. La 36e division d'infanterie du Texas avait perdu près de la moitié de ses hommes lors de la traversée de la rivière Rapido. Chez les Allemands, les divisions parachutistes avaient été réduites à moins de 30% de leur effectif initial. Les survivants ont marché vers le nord avec leurs uniformes déchirés, leurs casques enfoncés et leurs visages couverts de poussière grise. Les civils italiens subissaient une tragédie encore plus grande. Les villages de Sant'Angelo, San Germano et Piedimonte avaient été presque entièrement détruits. Des milliers d'habitants avaient été tués par les bombes ou par l'artillerie allemande alors qu'ils tentaient de fuir. D'autres ont été pris au milieu des combats. Il n'y avait pas d'enregistrement exact des chiffres. De nombreuses familles ont disparu sans laisser de traces. Dans la région du Mont-Cassin, on estime que plus de 20 000 civils ont été déplacés et qu'au moins 2 000 sont morts pendant la bataille. Des champs agricoles ont été rasés, des vignobles écrasés par des chars et des oliviers millénaires déracinés par des explosions. Les mules utilisées pour transporter les munitions mangeaient des cadavres en décomposition et les puits d'eau étaient contaminés par le sang et l'huile de moteur. La ligne séparant les vivants des morts était invisible. Le climat qui a suivi la bataille a contribué à la catastrophe humanitaire. Avec l'arrivée de la chaleur de mai, les corps non enterrés ont commencé à se décomposer rapidement. Les mouches couvraient les tranchées. Les maladies se propagent. La dysenterie et le typhus sont apparus chez les soldats et les civils. Dans les hôpitaux de campagne, les médecins luttaient contre les épidémies. La guerre n'était pas terminée, mais on parlait déjà de la nécessité d'établir des zones de quarantaine. À Cassino, la puanteur était si intense que les soldats devaient se couvrir le visage avec des mouchoirs imbibés d'essence pour avancer. À la fin du mois de mai, les Alliés commencèrent à identifier les soldats tombés au combat. Les corps ont été placés dans de grandes fosses communes ou dans des cimetières improvisés. Chaque armée construisit son propre cimetière. Les Polonais ont construit le cimetière militaire du Mont-Cassin, où des milliers de pierres tombales blanches s'étendaient le long d'une pente verte, sous le regard des ruines du monastère. Au-dessus du portail d'entrée était placée une inscription en polonais. « Pour notre liberté et la vôtre, nous avons donné nos âmes à Dieu, nos corps à l'Italie et nos cœurs à la Pologne. »
Les Allemands enterraient également leurs morts dans des cimetières discrets, loin du monastère. De nombreux corps n'ont jamais été retrouvés. Ils restent sous la terre agitée du Monte Cassino. Sur le plan militaire immédiat, la chute du mont Cassino permit aux Alliés d'avancer à travers la vallée du Liri vers le nord. Des unités mécanisées percèrent le front et ouvrirent la voie à Rome. La résistance allemande s'est déplacée vers la ligne Hitler, mais la pression alliée était déjà trop forte. Les troupes coloniales françaises s'emparent des montagnes environnantes et, le 25 mai, la rupture finale a lieu. La route vers la capitale italienne était ouverte. Le général Mark Clark, commandant la 5e armée, ordonna une avance rapide. Sa priorité n'était pas de détruire l'ennemi, mais d'entrer dans Rome avant les Britanniques. Le 4 juin 1944, les troupes américaines défilaient dans les rues de Rome devant des centaines de milliers de civils italiens agitant des mouchoirs blancs depuis les balcons. Mais cette victoire n'a pas caché le prix payé au Monte Cassino. Pour les Alliés, la bataille avait montré que la guerre en Italie ne serait ni secondaire ni facile. C'était un front d'usure constante où chaque colline devait être prise avec le sang et le feu. Des critiques ont commencé à émerger parmi certains commandants. Le général Clark a été accusé d'avoir sacrifié inutilement des vies à bord de rapides. Le général Freyberg a été accusé d'avoir insisté pour bombarder le monastère sans preuve concluante de son occupation par les Allemands. La coordination entre plusieurs armées sous différents commandements a été remise en question. Tout cela a généré un débat qui allait durer des années. Dans le domaine politique, la bataille a profondément modifié la perception de la guerre en Italie. Le pape Pie XII, qui était resté neutre depuis le début du conflit, exprima sa profonde angoisse face à la destruction du monastère. Les relations entre le Vatican et les Alliés sont devenues tendues. Joseph Goebbels, de Berlin, a utilisé des images des ruines pour intensifier sa propagande, accusant les Alliés de vouloir détruire la civilisation européenne. Des décennies plus tard, on découvrirait que Kesselring avait interdit à ses hommes d'occuper le monastère précisément pour utiliser sa destruction comme une arme morale contre les Alliés. Les conséquences culturelles ont été tout aussi profondes. Le Mont Cassin n'était pas seulement un monument religieux, c'était l'endroit où les racines du savoir européen médiéval avaient été préservées. Des manuscrits grecs et latins y ont été copiés, des générations de moines bénédictins se sont formées et l'idéal chrétien de la vie contemplative s'est forgé. Sa destruction a choqué les historiens, les archéologues et les humanistes du monde entier. Bien que de nombreuses œuvres d'art aient été évacuées par les Allemands avant le bombardement, d'autres ont été perdues à jamais. Peintures, fresques, codex enluminés, reliquaires et meubles de la Renaissance ont été pulvérisés sous des tonnes de pierres. Dans les mois qui ont suivi, les travaux de nettoyage ont commencé. Des équipes spéciales enlevaient les débris pierre par pierre pour récupérer des fragments d'art sacré. Des soldats polonais, des Italiens et des moines survivants y ont participé. Chaque objet trouvé a été catalogué. Certaines découvertes ont été déchirantes. Des pages de manuscrits collées à des restes humains sous l'effet de la chaleur, vitraux médiévaux transformés en poussière, cloches fondues par le feu des bombardements. Le monastère sera reconstruit après la guerre avec des fonds de l'État italien et des dons internationaux, mais la blessure culturelle restera ouverte. La population civile italienne a subi des conséquences matérielles dévastatrices. Des villes entières ont été réduites en ruines. Les routes et les ponts ont été systématiquement détruits par les Allemands lors de leur retraite. L'agriculture s'est complètement arrêtée. Les mines terrestres posées par les deux camps sont restées actives pendant des années, faisant des victimes même après la fin du conflit. Des milliers de paysans sont rentrés chez eux et ont trouvé leurs terres contaminées par des munitions non explosées. La vallée du Liri, autrefois une région fertile, est temporairement devenue une région désolée. La bataille du Mont Cassin a également eu de profondes conséquences humaines parmi les combattants eux-mêmes. De nombreux soldats ne se sont jamais remis du traumatisme qu'ils ont vécu. De nombreux cas de névrose, de guerre, de paralysie psychologique, de mutisme et de cauchemars récurrents ont été documentés. Les divisions qui avaient participé à la bataille furent retirées temporairement du front pour se remettre. Certains vétérans polonais ont refusé de quitter le monastère après la bataille, restant sur les pentes pendant des jours en silence, priant et se souvenant de leurs camarades tombés au combat. Sur le front allemand, la bataille marque le début d'une retraite progressive vers le nord.
Bien que Kesselring ait réussi à retarder temporairement les Alliés sur la ligne gothique, la chute du mont Cassin avait montré qu'il n'y avait pas de position imprenable. Les parachutistes survivants ont été personnellement décorés par Hitler, mais beaucoup savaient que la résistance ne pouvait que prolonger l'inévitable. La chute du monastère est devenue un symbole du sacrifice allemand, célébré comme un deuxième Thermopyle dans la propagande du Reich. Alors que le front avançait vers Rome, la montagne du Mont Cassin a été laissée derrière elle comme un rappel permanent du coût humain et matériel de la guerre. Des semaines plus tard, de la fumée s'élevait encore de quelques ruines. L'écho des canons cessa, mais dans la vallée de la Lyrie, sous les pierres du monastère détruit, des milliers de corps restèrent enterrés pour toujours.